La première sortie de Jean Castex en pleine préparation de son futur gouvernement. Il n'a pas attendu les annonces officielles de la liste pour aller sur le terrain. Un site de recherche et de production de semi-conducteurs en Essonne. Et il en a dit plus sur ses objectifs et sur sa méthode. Alice Brousse. Jean Castex, à peine nommé, est déjà sur le terrain. Pour son premier déplacement en entreprise, l'ancien maire de Prades est accueilli par les élus locaux auxquels il apporte son soutien, non sans une pointe de nostalgie. Je vous envie, je vous le dis à tous les deux, parce que vous avez été élu ce matin, tandis que moi, ce matin, j'ai démissionné. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Il faut, je vous le dis à vous, faire évoluer un peu l'opinion publique qui considère qu'on ne fait de la politique, au sens noble du terme, que lorsqu'on est élu national. J'ai le plus grand respect pour les élus nationaux, entendons-nous. Rencontre avec les dirigeants et les salariés du groupe. Une première visite que Jean Castex a choisi de faire dans une entreprise de composants pour l'industrie automobile et la médecine. Un choix en accord avec sa priorité, la relance économique. L'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance comment ne pas simplement agir sur le court terme, c'est déjà très important pour éviter le maximum de licenciements, comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation, d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays. Avec Emmanuel Macron, Jean Castex se concentre maintenant sur la formation de son gouvernement avant son discours de politique générale. Il devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine. Bonsoir Alexis Corbière. Voilà pour cette visite de Jean Castex sur le terrain. Alors il a dit cet objectif, cette relocalisation des emplois en France, avec aussi la formation et l'apprentissage qui sont très importants. Une méthode, l'action concertée de l'État, des élus locaux. Vous dites ok, c'est bien parti. Non mais vous êtes conscient que tout ça c'est de la communication. Vous dites la communication, le lien avec les élus. C'est un peu scandaleux quand on est attaché à une certaine conception de la République, ce qu'on est en train de voir. Un homme vient d'être nommé par le président de la République. Soyons sincères, 95% des Français ne savaient même pas qui c'était il y a encore quelques jours. Édouard Philippe non plus, on ne le connaissait pas lorsqu'il était arrivé. Mais c'est le problème. Et même Raymond Barre, même dans l'histoire, c'est souvent comme ça. Donc le président... Non mais c'est un problème. Peut-être que vous, ça vous semble rien, que par exemple, je vous assure que je pense la grande majorité des députés ne savent pas qui c'est. Mais je suis convaincu que les mêmes députés En Marche vont voter pour lui sans savoir qui c'est, sans savoir quelle politique on mène. Dimanche dernier, on a dit les Français ne vont plus voter. Et la manière dont on pense qu'on va régler le lien avec le fait que des Français aient plus confiance dans les élus, c'est en faisant en sorte qu'on ait un suspense où le président monarque désigne tout seul un homme, uniquement par son bon vouloir, sans savoir quelle est la feuille de route. Je vais vous dire une chose, par exemple. Pourquoi il parle alors que d'abord, il devrait aller devant l'Assemblée nationale, faire un discours de politique générale et savoir... semaine prochaine. Et pourquoi? Oui, mais pourquoi il communique? Pourquoi vous trouvez normal et pourquoi lui-même le fait? On ne le connaît pas, c'est peut-être bien qu'il dise ce qu'il entend faire, non? Parce qu'il sait que c'est une formalité, ce vote. Il sait qu'il a une majorité de députés, croupions, je vais les appeler comme ça, godillots si vous voulez, élus par le président Macron, et quel que soit ce que désignera M. Macron, ils seront d'accord. C'est un problème. Ce que je vais vous dire, c'est que M. Castex, qui est sans doute un brave homme, va mener la même politique qu'Édouard Philippe. La même, voire même peut-être en pire. Par exemple, on a vécu tous le drame du Covid, le problème de l'hôpital. Castex, c'est celui qui en 2006, il était directeur de je ne sais plus trop quelle direction importante au ministère de la Santé, qui a mis en place la T2A, vous savez, la tarification à l'acte. Ce qui est un des éléments aujourd'hui des problèmes des hôpitaux, qui a amené des réductions budgétaires. Donc il n'y aura aucune rupture. Donc vous lui donnez aucun crédit, il n'a pas commencé à agir, mais vous lui donnez pas du tout de crédit si, je lui donne du crédit. Et d'espoir pour qu'il change la France. Mais dans quel sens on est d'accord quand vous dites la France? Qu'est-ce que ça veut dire changer la France? Pour faire quoi? La reconstruire après le coronavirus notamment. Non mais alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous comprenez? C'est un débat sérieux. Est-ce que par exemple les aides publiques qui ont été accordées à Renault, des milliards, ou même par exemple le cas Sanofi, tiens je vais prendre Sanofi, 1000 emplois vont être supprimés par Sanofi. La même entreprise verse 4 milliards d'euros à ses actionnaires de dividendes. L'État, par les différentes aides de baisse de cotisation, a, à moins sur 10 ans, apporté d'aide publique, on va dire 1,5 milliard. Bref, est-ce qu'on va arrêter ça? Est-ce qu'on va arrêter de faire des baisses de cotisation à des groupes privés comme Sanofi qui font des bénéfices records et qui vont licencier? Est-ce que M. Castex va en parler de ça? Parce que si on veut défendre l'emploi, éviter les plans de chômage, faut pas faire avec l'accent provincial, faire l'élu local, mais ça c'est de la com, ça fatigue tout le monde parce qu'on l'a vu 1000 fois. Vous savez, Raffarin, il avait fait la même chose sous Chirac, le bon gars de province avec la bonne gueule près de chez nous qui dit ouais les élus nationaux à Paris ils comprennent rien et moi mais si c'est pour mener la même politique, les Français ça les lasse. Question de Jean-Christophe Gatel. Comprenez? Non, je crois que surtout moi ce qui est intéressant c'est qu'il y a effectivement une grande partie de ce que vous dites, il y a une tentative de gagner du temps. On voit bien que là pour le coup il y a eu un moment on a voulu faire traîner, là il y a une accélération politique pour le coup, mais on voit bien qu'on essaie de gagner du temps et il y a
3 grands axes. Il y a un, tenter de reprovincialiser. Parler à la France des territoires, avec l'accent, avec le profil. Malgré tout, c'est quand même plutôt un haut fonctionnaire qui a fait sa carrière dans les cabinets ministériels et qui a été un grand dirigeant de l'administration française. Et puis après, on a une idée quand même très politique. On voit bien que derrière tout ça, il y a quand même l'idée toujours de s'offrir davantage du marché politique qui est celui d'Emmanuel Macron, qui n'est pas le vote, qui est celui plutôt du centre-droit et sur la droite. Donc il y a une opération politique. Et puis, malgré tout, l'idée, et là c'est très clair, la volonté de gouverner depuis l'Élysée. Donc là, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous allez finalement aujourd'hui réagir à cette tentative qui est finalement aujourd'hui créée, non pas un poste de Premier ministre à Matignon, mais on ne sait pas trop ce que c'est, mais une extension finalement de l'Élysée avec les corps intermédiaires au milieu, c'est-à-dire le directeur de cabinet qui est quasiment en lien direct, ce qu'avait refusé, mais au milieu de ce qu'il avait accepté Édouard Philippe même au départ. Donc on est dans un contexte très spécial qui pour le coup peut être vu d'un bon côté, c'est-à-dire qu'on a un total contrôle depuis l'Élysée, mais aussi finalement quelque chose qui s'organise depuis simplement le cabinet du président de la République. Comment vous allez réagir à ça et comment au niveau, parlementaire, c'est ça. Non, mais vous pointez quelque chose de très vrai, c'est que c'est la présidentialisation accrue du régime. En fait, il y a un homme fort, le président de la République. D'ailleurs, c'est la seule élection qui intéresse les Français. Pourquoi ils s'abstiennent? Parce qu'ils pensent, et ils n'ont pas totalement tort, que le pouvoir n'est plus au niveau des régions, au niveau des européennes, au niveau même des municipales. Il y a une élection importante en France, c'est l'élection présidentielle, qui personnalise à mort, qui donne une impression qu'un grand sauveur va sauver la France. Mais on disait ça aussi Nicolas Sarkozy, ça commence à devenir récurrent. Vous m'avez dit ça tout à l'heure, mais chaque fois c'est encore pire, on ne cesse de le dire. Vous croyez que ça s'aggrave à chaque fois? Oui, et je pense que c'est pas bon de dire, il n'y a pas un grand sauveur qui va sauver le pays. Et cette élection présidentielle qui rassemble tout sur l'élection d'un homme n'est pas saine. Le fait que le Parlement aujourd'hui soit devenu franchement quelque chose qui ne pèse rien, à tel point, c'est pour ça que je vous taquinais en disant que M. Castex, qui n'a toujours pas fait son discours de politique générale devant le Parlement, qui normalement... Il a été nommé hier quand même, il faut aussi nommer son équipe. Oui, mais il communique déjà, il est déjà en action, parce qu'il sait que c'est une formalité. Parce qu'il sait qu'on a besoin, je pense que là pour le coup, en partie ce que vous dites... Mais je ne lui en veux pas. Il a besoin d'aller prendre un peu de part d'audience, c'est-à-dire qu'il a besoin effectivement de ce contexte-là. Il a besoin de jouer un rôle que vous avez pointé. Oui, il a besoin de dire. Il a besoin d'exister un petit peu parce qu'effectivement c'est compliqué aujourd'hui d'imprimer dans ce contexte-là. Pardon, il a besoin de gagner du temps. Oui, non, mais il a besoin de dire on écoute les Français et c'est là que le côté. En plus, moi, vous savez, je suis de l'Hérault, donc Prades, les PO, ça me parle. Mais il a besoin de dire à lui, il connaît le terrain, il est de province. Alors que vous avez pointé parfaitement le fait que c'est un oligarque. Enfin, je veux dire, c'est un haut fonctionnaire de l'État. C'est un homme sans doute très efficace du point de vue des gens qu'il a servi, secrétaire général de l'Élysée, etc. Enfin, on va pas le transformer à un provincial qui connaît pas Paris. C'est un homme qui a fait sa carrière et qui, par ailleurs, après, j'invite chacun à s'interroger sur le fait que ancien secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Macron aussi, aujourd'hui Premier ministre. En gros, c'est les mêmes hommes qui détiennent le pouvoir. Avec cet aspect choquant, c'est qu'en gros, que vous votiez pour Fillon, Macron, vous avez les mêmes gens qui se succèdent. Et moi, le fond, ayant un peu de recul, quand plus de 66% des gens vont plus voter à une élection et que c'est un élément structurant, on a un problème. Ne banalisons pas ça. Et ce n'est pas en disant, regardez, on a un nouveau qui ressemble d'ailleurs au précédent, qui va mener la même politique, mais enfin, attendons. Ça, je vous dis, au bout d'un moment, les choses vont mal finir si on se fiche des gens. Parlons de choses concrètes, les plans sociaux. Oui, ça c'est concret. Voilà, on va regarder les images de Nokia aujourd'hui. Nokia qui veut supprimer 402 emplois à Lannion, c'est dans les Côtes-d'Armor. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui. 1000 emplois en tout sont en jeu en France. On sait qu'il va y avoir, hélas, une cascade de plans sociaux, notamment à la rentrée. Ça a déjà commencé. Vous, quelles sont vos préconisations pour lutter contre ces plans sociaux? Je vous en ai dit un, pardon. Commençons par pas de licenciement dans les entreprises qui font des bénéfices. J'ai cité par exemple Sanofi. 1000 licenciements interdits. Ils versent 4 milliards à l'heure de dividendes à leurs actionnaires, interdits. Déjà, on ne peut pas licencier quand on fait des profits. On commence par là. Deuxièmement, quitte à ce que l'entreprise ensuite ait des problèmes financiers, qu'on ne puisse pas anticiper la si crise. vous connaissez Sanofi, il n'y a pas de problème financier. Ayons disons quand même une réalité. La France est le pays record au niveau des versements de dividendes dans le monde. 10% des dividendes versés dans le monde sont versés en France. Ça représente 50 milliards. Avec ces 50 milliards uniquement versés aux actionnaires qui ne font rien, qui sont parasitaires, on pourrait créer en France 1 million d'emplois. Donc il y a un problème, c'est que on nous dit souvent, avant de partager les richesses, il faut les produire. Eh ben oui, on produit des richesses, du moins des entreprises en produisent, mais le problème c'est qu'elles sont captées, raptées par des actionnaires qui ont un caractère un petit peu, qui vivent sur la bête. Et moi je pense que cet argent réalisé, il faut le réinjecter dans l'économie. Précisément à l'heure actuelle, lorsque nous sommes face à une situation difficile, pour aider les petites entreprises, souvent ceux qui sont, qui travaillent avec ces grands groupes, mais qui sont souvent un petit peu les premiers licenciés. Vous voyez, donc l'argent,
la question de l'argent public et même de la manière dont ces grands groupes privés ont fait des bénéfices, il faut le réinjecter dans l'économie et avec, pardon je suis long, mais oui, le souci écologique. C'est-à-dire pas produire n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut effectivement, et ça c'est l'État stratège qui doit y compris investir des fonds publics et même pourquoi pas des fonds privés, en disant comment aujourd'hui on a des nouveaux outils d'éléments de production, d'énergie écologique. Ce qui est un point incroyable, c'est-à-dire que d'ailleurs il y a un peu un silence de la classe politique sur ce terrain-là, c'est qu'on a depuis quelques semaines, depuis l'intervention du 13 juin du président de la République, finalement une sorte de série de bandes annonces sans véritablement de contenu en termes de mesures. Il y a eu effectivement, pendant le confinement, de grandes mesures, évidemment des engagements, d'intervention au niveau des entreprises, d'accompagnement en termes de prêts, voire de subventions pour certaines d'entre elles. Mais ce qui tarde à venir pour le coup, c'est véritablement le plan d'action. C'est-à-dire qu'on voit des pays qui sont sur les mêmes lignes à peu près politiques ou économiques et qui déjà commencent à parler de grands plans de relance, parlent de grands chantiers, ainsi de suite. On a un sentiment ici qu'il y a une manque d'énergie au niveau des vraies mesures. Et on espère cette semaine, véritablement, avec ce nouveau gouvernement, qui est, pour le coup, non pas un sentiment de pré-annonce, de bande-annonce, de teaser de ce qui peut se passer, de temps politique. Certes, il faut changer le gouvernement après quelque chose qui est un cataclysme politique. Encore une fois, revenons sur cette France qui n'est pas venue aux urnes. C'est la confirmation de 3 France. La France des métropoles, on l'a vu plutôt verdissante, la France des territoires, auquel certainement on veut parler avec ce changement de gouvernement, mais aussi la France majoritaire qui n'est pas venue ou qui ne s'inscrit même plus aujourd'hui. Donc on a un vrai souci parce que les gens attendent aujourd'hui, nous sommes tous en attente de mesures concrètes qui dirigeront, non pas le mois de septembre avec des mesures d'action, mais là aujourd'hui tout de suite. Et je interroge le parlementaire, et il y a mesures à prendre maintenant et pas simplement commenter les plans sociaux. Sur les retraites. Alors la retraite, la réforme des retraites, justement. Voilà, le président Macron dit qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit en faire ? Bon, vous savez que j'étais contre, mais je mets une question sur la table. Il était dit dans la réforme des retraites, on va consacrer 14% du PIB à notre système de retraite. C'est ça l'idée, en gros. Aujourd'hui, on vient de perdre 6 à 8% du PIB. Chacun comprend que si on a un système des retraites indexé tel que veut faire le gouvernement, système de retraite à point avec le fait qu'on ne touche pas aux 14% de PIB, c'est constant. Et qu'on a une baisse du PIB, ça veut dire que les retraites vont baisser. Est-ce qu'on pense aujourd'hui, est-ce que les Français veulent une réforme du système des retraites qui marche avec les aléas d'une possibilité où face à une crise, nos pensions de retraite vont baisser? Moi, je n'en veux pas. Pour autant, Emmanuel Macron semble dire qu'il veut continuer. Deuxième sujet, j'ai écouté Jean Castex sur TF1. Quand votre collègue l'interroge sur est-ce qu'il faut que les Français travaillent plus, il dit pas non. Il dit je vais en parler avec les partenaires. Il a même dit oui. Donc on est et quand on connaît la politique, il semble dire moi je suis plutôt pour, mais je vais essayer de convaincre. Donc on voit bien que c'est une feuille de route. Pardon, on a beaucoup glosé pendant le confinement le monde d'après, mais moi ce que je vois c'est maintien du système des retraites avec possibilité de baisse des pensions. Alors justement, discussion sur le fait qu'on revient sur... L'âge pivot, c'était vraiment Édouard Philippe. On sait qu'il y tenait beaucoup. Édouard Philippe n'est plus là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du coup un infléchissement sur certaines modalités de cette réforme et notamment l'âge pivot? Et moi je le souhaite. Moi je souhaite le retrait de la réforme. Moi je souhaite une amélioration du système de réforme. Augmenter les pensions de retraite. Écoutez, on a trop de gens qui sont des seniors 55 ans, ils ont pas la totalité de leur carrière, qui perdent leur boulot, qui n'ont d'ores et déjà pas leur pension complète, leur année de trimestre et de semestre complet. Si vous rallongez la durée nécessaire pour avoir une retraite complète, nous allons avoir des retraités pauvres. On l'a vu pendant le confinement, je suis un élu de Seine-Saint-Denis. Ça a particulièrement touché les plus démunis, les plus pauvres. On n'a pas tous été égaux, en vérité, face au Covid. Je simplifie, bien évidemment. Mais plus on a des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner, qui se soignent peu parce qu'ils ont des petites pensions, c'est eux qui ont été particulièrement touchés. Moi, je veux pas de cette France. Et honnêtement, même si je veux bien donner sa chance au produit à Monsieur Castex, qui est un homme... Quand même. Non, mais je en début d'interview, vous ne vouliez pas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, je suis un opposant à Monsieur Castex. Moi, c'est pas une affaire personnelle. C'est sans doute un homme qui est très intelligent, très compétent. Mais il vient là, me semble-t-il, pour mener la même politique, voire essayer de dire tout a changé pour continuer les mêmes choses d'une politique qui a échoué et qui échoue encore. Je vous propose maintenant qu'on aille à Marseille. Marseille qui change aujourd'hui d'air et de style. Hein. La cité phocéenne est désormais dirigée par une femme de gauche, écologiste. Fini l'époque Jean-Claude Gaudin, une fin de règne marquée par des soubresauts politiciens aujourd'hui d'une vraie série télévisée. On va retrouver Amélie Rosic sur place pour BFM TV. Rien n'était gagné à l'ouverture du conseil municipal de Marseille ce matin. Un troisième tour tendu sous les huées des habitants qui s'étaient massés devant l'hôtel de ville. Samia Ghali détenait les voix qu'il manquait à Michel Rubirola pour être élue. La sénatrice des quartiers nord, ex-PS, a maintenu la pression et entretenu le suspense quasiment jusqu'à la fin, laissant planer le doute sur son report de voix à droite ou à gauche. Il aura fallu 3 heures de suspension de séance et de négociation de couloir pour
pour qu'elle décide de se rallier à Michèle Rubirola, qui le lui rend bien. La nouvelle maire de Marseille l'a nommée deuxième adjointe. Et c'est avec un sourire de soulagement que la première femme maire de la deuxième ville de France a salué tous ceux qui l'ont soutenue. Écoutez-la. Je suis soulagée et heureuse de savoir que la volonté de la majorité et du peuple de Marseille a été respectée. Je remercie les Marseillaises et les Marseillais qui sont allés voter dans une période où l'abstention gagne du terrain. Merci pour votre sens civique et quel que soit votre vote, il va compter et il est important. Je serai la maire de tous les Marseillaises et les Marseillais et que je rechercherai toujours l'unité de cette ville, sa concorde, dans la tolérance, le respect, la transparence et le dialogue. Si Michèle Rubirola a pris la tête de l'exécutif marseillais, sa tâche s'annonce rude. À chaque décision en conseil municipal, il lui faudra à nouveau rassembler autour d'elle et cela commencera par exemple par le vote du budget. Sans majorité franche, elle devra nécessairement faire des compromis. Après 25 ans à droite, Marseille a bien basculé à gauche, mais le mandat s'annonce déjà compliqué. Et fini l'ère Gaudin, les Républicains embourbés, la gauche écolo qui arrive au pouvoir à Marseille, la France insoumise qui a apporté vraiment un très timide soutien à cette équipe. On n'a quasiment pas vu Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi la France insoumise n'est pas là? Madame Vassal faisait coller des affiches en disant attention, Rubirola et Mélenchon qui étaient partout. C'était le personnage j'ai cherché Mélenchon, j'ai pas beaucoup vu Mélenchon dans la campagne à Marseille. Il a apporté son soutien à Madame Rubirola. La suppléante de Jean-Luc Mélenchon est élue maire d'arrondissement, etc. Non mais quand on fait alliance, et par ailleurs après il y avait différentes configurations, les choses ont évolué au fur et à mesure. Vous présentez aujourd'hui Madame Rubirola, je suis vraiment très content de cette élection. Je rappelle que Europe Écologie Les Verts n'avait pas fait le choix de Madame Rubirola, elle en avait même été exclue. Enfin, tout était plus compliqué. Tout est à la Marseillaise. J'adore cette ville, ma fille y habite. Moi, je trouve que... Mais la vie politique est toujours très complexe. Quoi qu'il en soit, elle est élue, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis content parce qu'elle est en plus arrivée en tête de plus de 30 000 voix par rapport à la droite. Et j'aurais regretté que des combinaisons, franchement, incompréhensibles vues de l'extérieur, amènent à ce que les électeurs, même si l'abstention a été forte, se voient voler ce qu'ils avaient décidé. Il n'y a pas que Marseille on va regarder les grandes villes de France. Hein. On a donc Anne Hidalgo, femme de gauche, écologiste. À Lyon, on a l'écologiste Grégory Doucet qui devient premier maire vert de la ville. Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic. Il dégage quelque chose de clair. Il y a aussi Lille, Martine Aubry. L'opposition de gauche devient gauche classique de gouvernement, ce qu'on dit, plus écolo. Et on ne vous voit pas. La France insoumise rate le coche en ce moment? Non, pas du tout. Enfin, rate le coche. Il y a plein de villes où on a eu des élus. On a une 50aine de maires. Oui, les grandes villes, vraiment, il y a une tendance qui se dégage là. Hein. Non, gauche classique, écologique. Oui, enfin ça c'est ce que la lecture que vous voulez. Voilà, quand on est dedans, les grandes villes, non mais quand on est dedans, on était dans l'Alliance à Toulouse, qui hélas n'a pas gagné, mais on en faisait partie. On était aussi partie prenante à Marseille et dans d'autres villes, et même à Lyon d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. Je vous dis, moi je suis très content du fait que des grandes villes passent entre les mains d'écologistes. Maintenant, je répète, attention, derrière ce mot de vague verte, regardons ce qui s'est passé dans le pays. Ce qui s'est passé dans le pays, je l'ai dit tout à l'heure, une abstention de masse, sociologiquement très ciblée, très populaire, ouvriers, employés, chômeurs, se sont abstenus, d'accord? Et donc souvent les villes que vous citez, qui sont des villes plutôt riches, le fait que les centres-villes, les CSP+, soient venus voter écolo, je m'en félicite. Je préfère ça plutôt qu'ils votent, sur des votes beaucoup plus conservateurs et réactionnaires. Mais c'est pas ça qui s'est passé dans le pays. Et donc la grande équation qu'on a à résoudre pour la prochaine élection présidentielle, parce que vous me voyez venir, c'est qui va mobiliser les secteurs populaires. Pour qui la grande question est une articulation entre écologie, mais aussi la question sociale. C'est pas la gauche classique, c'est vous alors. C'est ça que vous répondez. Attendez, non mais moi d'abord je propose une stratégie en raisonnement. Parce que si on pense pas que la grande controverse du pays, c'est le partage des richesses. Et si on les oublie, ces gens, et si on fait croire uniquement que c'est le problème du cadre de vie des centres-villes qui passe souvent par tout le monde à vélo, ce qui est très sympa, mais qu'on oublie les petites gens, ceux qui sont obligés de prendre la bagnole pour aller bosser, ceux qui habitent dans des communes périurbaines dans lesquelles il n'y a plus rien, plus de services publics, ceux qu'on monte du doigt en permanence, tous ceux que M. Grieux a jugé bon de dire les connards qui utilisent du gasoil et qui fument des clopes. Bref, notre pays. Ce mépris social, aujourd'hui, s'est exprimé par une forme de grève civique, les gens ne sont pas allés voter. Maintenant, pour les gagner, comment dirais-je, que certains dégrisent un peu et comprennent que la situation est plus compliquée. Et puisque vous m'avez provoqué, oui, Jean-Luc Mélenchon, et pas le plus mal... Non mais... amicalement, mais n'est pas le plus mal placé aujourd'hui dans les études d'opinion pour porter les couleurs de cette gauche, ou du moins de ce mouvement populaire écologiste et social. Jean-Luc Mélenchon est un écologiste depuis longtemps, et je comprends aussi la forme de sectarisme qu'il y a de la part de certains à dire Mélenchon, j'ai vu que M. Jadot ne veut pas discuter avec Jean-Luc Mélenchon, bien lui en prenne. Mais c'est clair que
c'est à la fois une partie sociologiquement que vous indiquez qui n'est pas venue, mais c'est plus largement réparti. Et il y a un vrai problème d'offre politique. Il y a une vraie demande politique en France. Contrairement à ce qui est dit, il y a une vraie demande politique. Les Français ne sont pas éloignés de la politique du tout. Mais il y a un problème d'offre politique aujourd'hui qui ne doit pas, que cette élection municipale qui a été largement sacrifiée. Il faut quand même se rappeler que les 2 tours se sont joués avec malheureusement le confinement autour. Oui. On n'a pas pu aller voter. C'est quand même une élection qui est particulièrement sacrifiée. Ce qui s'est passé à Marseille n'est que finalement le terrible épilogue de quelque chose qui était déjà mal embarqué. Donc, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est la reconfiguration de l'offre politique. Ce pays souffre par rapport à ça, et c'est pas parce qu'il y a un changement de gouvernement ou parce qu'effectivement il y a une vague verte sur certaines villes et que la droite s'est plutôt bien sortie d'un certain nombre d'autres, une partie des territoires. Ça ne dit pas la totalité. Et aujourd'hui, il y a besoin très concrètement dans ce qui vient, la météo qui vient, c'est celle qu'on connaît. C'est la difficulté économique qui vient. Dans ce contexte-là, s'il n'y a pas une création, une invention d'une offre politique, qu'elle soit à la France Insoumise, au Rassemblement National, à la droite, chez la droite, les Républicains en marche, peu importe. En tout cas, il y a besoin d'une énergie nouvelle très forte aujourd'hui, parce que le pays, face à ça, subira sinon des difficultés politiques très fortes. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de BFM TV.